Avant de me juger, écoutez comment tout a commencé. Le jour de mes 63 ans, j'ai enfilé mon cardigan bleu sarcelle préféré, bouclé mes cheveux argentés et attendu une fête. Au lieu de cela, j'ai reçu un sac déjà fait et un aller simple vers l'abandon. Si vous pensez que la famille ne peut pas blesser plus profondément qu'un étranger, attendez que le couteau ait vos yeux. Restez jusqu'à la dernière ligne et déposez votre ville dans les commentaires, j'écoute. On dit que l'amour d'un parent est un phare, stable, indulgent, sans fin. J'étais cette lumière pour mon unique enfant, Ethan. Chaque front brûlant de fièvre, chaque cauchemar de conseil de classe, chaque chèque de loyer quand son portefeuille était vide, j'étais là. Ce matin-là à Columbus, Ohio, j'ai préparé des muffins aux myrtilles, sa faiblesse d'enfance, et dressé la table pour deux. À 14 heures, les muffins refroidissaient intacts. Mon téléphone restait muet. À 15h17, la sonnette retentit. Ethan se tenait sur le perron, un bouquet de œillets acheté au supermarché à la main, sourire tranchant comme l'hiver. Déjeuner d'anniversaire, maman, on y va. Je n'ai pas vu le piège. Nous avons dépassé tous les restaurants jusqu'à ce qu'un panneau en fer forgé surgisse. Maple Crest Assisted Living. Mon estomac a chuté comme une pièce perdue. Ethan, explique-toi. Il a coupé le moteur. C'est plus sûr. Tes oublis nous inquiètent. Oubli? J'avais équilibré le carnet de chèques la semaine dernière. Il a ouvert le coffre, mes vêtements déjà pliés dedans. Tu as fouillé mes tiroirs. Son soupir a embué la vitre. Ne résiste pas au progrès. L'intérieur sentait le désinfectant citron et les pois bouillis. Une réceptionniste enjouée a glissé des papiers de tutelle sur le comptoir, mon nom, sa signature en boucle, déjà notariée. Je n'ai pas crié. J'ai simplement cessé de cligner des yeux. Ils m'ont conduite à la chambre 214, mur crème, lit réglable, petite fenêtre donnant sur un mur de briques. Mon cadeau d'anniversaire. Je me suis assise au bord du matelas, manteau encore sur les épaules, le froid s'infiltrant jusqu'aux os. Pas de gâteau, pas de bougie, juste le silence. Des heures plus tard, j'ai ouvert le bouquet. Les fleurs étaient fanées par le trajet en voiture. Elles me ressemblaient. Cette nuit-là, allongée éveillée, j'écoutais le froissement discret des infirmières, le murmure lointain d'une télé dans le couloir. Le matelas était trop dur. Les draps sentaient l'eau de Javel. J'ai repassé chaque conversation avec Ethan de l'année passée, cherchant les signes que j'avais manqués. J'ai repensé à chaque fois où j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non. Les prêts, les excuses, les déceptions avalées par amour. Cette nuit-là, j'ai cessé de le défendre. Quelque chose s'est brisé en moi, quelque chose d'essentiel. Le lendemain matin, une infirmière m'annonça que mon fils avait sécurisé mon téléphone ligne coupée, trop compliqué pour moi. C'est là que j'ai compris, je n'étais pas là pour être protégée. J'étais là pour être effacée. Et si je ne trouvais pas une sortie, il réussirait. Mais je ne suis pas aussi fragile qu'il le croit. Loin de là. Je n'ai pas mangé pendant 2 jours. Pas par grève de la faim théâtrale, mais parce que la nourriture avait le goût de la vérité qu'on m'avait servie, fade, froide, indigestible. Être traité comme un meuble usagé brise une partie de vous qui ne se recolle jamais tout à fait. J'avais élevé un enfant, tenu une maison, aimé sans compter, et voilà que je n'étais plus qu'un numéro de chambre et un dossier médical. Les infirmières étaient gentilles, la plupart du temps, mais la gentillesse ressemble à de la pitié quand on est prisonnière. Elles m'appelaient « ma petite », comme si j'avais 10 ans ou 100. Personne ne demandait ce que j'avais fait avant. Personne ne demandait ce que j'aimais. Pour elles, j'étais juste une vieille dame en pantoufles qui oubliait des choses. Même si je n'avais rien oublié. Ma colocataire, Gladys, dormait toute la journée et ronflait toute la nuit. Quand elle parlait, c'était de visites qui n'arrivaient plus depuis des années. Je l'écoutais, parce que je connaissais trop bien le poids de l'absence. J'essayais de garder l'esprit vif. Je regardais les infos dans la salle commune, je remplissais les mots croisés laissés dans le couloir, je relisais un roman que j'avais déjà lu 2 fois. Mais quelque chose en moi sombrait, plus profond, plus sombre. Puis, le 4e jour, je rencontrai Jade. Elle n'était pas censée travailler ce jour-là. Une collègue malade, et Jade jeune, tresse relevée sous son calot, regard doux prit le relais. Elle prit ma tension quand elle dit « Vous n'avez pas votre place ici ». Je la regardai, stupéfaite. Elle sourit.
Beaucoup ont besoin d'aide, c'est normal, mais vous ne semblez pas perdu. J'ai cligné des yeux pour chasser la brûlure soudaine. On a discuté. Elle m'a demandé pour Ethan. Je lui ai raconté ce que je pouvais sans m'effondrer. Elle écoutait. Vraiment. Plus tard, elle revint avec un objet dans la main. Ça appartenait à M. Delgado, décédé la semaine dernière, chuchota-t-elle. Trouvé dans une Bible. Personne ne l'a réclamé. Un ticket de loterie, plié, un peu jauni, daté de 15 jours plus tôt. J'ai ri, un rire sec. Et tu veux que je tente ma chance? Elle fit un clin d'œil. Le monde vous doit bien ça. Je n'avais pas prévu d'y croire. Au début, c'était absurde. Mais l'ennui et le désespoir font d'étranges compagnons de lit. Cette nuit-là, j'attendis que le couloir soit calme. J'utilisai un des vieux ordinateurs du salon et tapai les numéros. Ma main se figea. Mes yeux relurent la page encore et encore. 10 millions. J'ai plaqué les deux mains sur ma bouche. Personne autour. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était pas de la joie. C'était de la peur. Une peur électrique, pure. Si Ethan l'apprenait, si quiconque l'apprenait. J'imprimai la confirmation, la pliai minuscule, la glissai dans mon soutien-gorge. Le lendemain, je pris Jade à part. Il me faut un avocat, en privé. Elle ne posa pas de questions. Elle hocha la tête. Elle connaissait quelqu'un. Et c'est ainsi que, moins d'une semaine après avoir été jetée comme un vieux sac, je commençai à disparaître pas pour fuir, mais pour renaître. Le lendemain, je pris Jade à part dans le couloir près de la machine à café. Il me faut un avocat, en privé, murmurai-je. Elle ne posa pas de questions. Elle hocha la tête. Jade connaissait quelqu'un, un bénévole juridique qui passait 2 vendredis par mois pour aider les résidents avec testament et procuration. Je patientai, cœur cognant comme un tambour de guerre, jusqu'à ce vendredi-là. Il s'appelait Lucas, jeune, vif, et surtout discret. Nous nous installâmes dans la petite salle de pause. Je glissai la confirmation de loterie sur la table et chuchotai. « Pouvez-vous m'aider à disparaître ?» Ses sourcils se haussèrent, mais il ne broncha pas. « Il faudra agir vite, » répondit-il. Les heures suivantes furent un tourbillon. Papier, notarisation, transfert bancaire, nouveau téléphone, adresse postale temporaire. Il contacta un conseiller financier indépendant qui monta un trust aveugle. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ethan ne sentirait jamais l'odeur de l'argent. Je signai un nouveau testament, tout à des œuvres caritatives, mais sans encore préciser lesquelles. Ethan avait déjà signé ma vie une fois. Je ne le laisserai pas recommencer. Jade me serra dans ses bras la nuit de mon départ. « Ne nous oublie pas quand tu seras libre, » souffla-t-elle. Je ne pleurai pas. Je ne pouvais pas. Je glissai hors de Maple Crest juste avant l'aube, vêtu d'habits qui n'étaient pas les miens, un sac à dos contenant l'essentiel. Il me croyait sénile, brisé, seul. Mais j'allais devenir un fantôme à 10 millions de dollars. Qu'il me cherche. Il ne me verrait jamais venir. Le trajet en bus hors de l'Ohio fut long, silencieux, glacial. J'étais assise au fond, capuche relevée, lunettes noires, serrant le sac comme s'il contenait mon âme. En bien des façons, c'était le cas. Je ne savais pas exactement où j'allais. Tout ce que je savais, c'était qu'il fallait m'éloigner assez pour qu'on ne me retrouve pas. Ni Ethan, ni sa femme, ni les avocats qu'il avait sûrement déjà contactés. Lucas m'avait aidé à acheter une modeste maison sous le nom du Trust, dans une campagne reculée du Kentucky. Rien de Tapax en Graveleuil, un bungalow en briques, peinture écaillée, boîte aux lettres de travers, mais chauffage fonctionnel, eau claire, et surtout, silence. Pas le silence étouffant d'un établissement médical entouré de gens résignés. Un silence qui laisse respirer. Quand nous franchîmes la frontière du Kentucky, je soufflai pour la première fois depuis des heures. La liberté avait un goût, métallique, comme le sang et la peur mêlés. Les premiers jours, je vécus comme une ombre. Repas simple, marche jusqu'à la boîte aux lettres, soirée sur le porche enveloppée dans une vieille couverture, observant les feuilles mortes danser dans le vent. Je scrutais les infos, craignant de voir mon nom en gros titres. Rien. Pas encore. Mais un matin, une semaine après mon départ, le silence vola en éclats. Un coup à la porte. Mon sang se glaça. Qui? Je me figeai,
Main sur le rideau. À travers la fente, je vis un livreur. Casquette, gilet fluorescent, boîte de course. Soulagement tiède. C'était l'arrangement de Lucas, livraisons anonymes, facturées au trust. Je signai d'une main tremblante, refermai la porte à double tour. Mais le choc avait ouvert une brèche. L'après-midi même, la curiosité l'emporta. Sous un faux profil Facebook, je cherchais Ethan. Il était là, photo de famille impeccable, sourire éclatant. Son dernier post. Si quelqu'un a des nouvelles de ma mère, Evelyn Harper, contactez-moi ou la police de Columbus. Disparu depuis plusieurs jours. Nous sommes morts d'inquiétude. Des centaines de commentaires, prières, éloges, quel fils dévoué. Je ris jusqu'aux larmes. Il n'avait aucune idée. Mais ce qui me brisa vraiment, ce fut la photo choisie, 5 ans plus tôt, mon anniversaire. J'avais un chapeau de fête ridicule, il me serrait l'épaule. Nous avions l'air heureux. Comme il est facile de jouer l'amour en images. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Assise devant la cheminée froide, je tournais en rond dans ma tête. Je repensais à chaque prêt consenti, chaque mensonge excusé, chaque « tu te souviens mal » qu'il me servait. Il m'avait lentement convaincu que j'étais la fautive, que ma mémoire flanchait. Ainsi, quand il prit le contrôle, je n'opposais presque pas de résistance. Eh bien, c'était fini. Le lendemain matin, j'appelais Lucas depuis un téléphone jetable. Mettez à jour mon testament. Ethan Harper ne reçoit rien. Pas un centime, pas un souvenir. Il ne demanda pas pourquoi. C'est fait. Vous êtes en sécurité, Evelyn. Pas encore. Parce qu'au fond de moi, je savais que quelque chose approchait, et je devais être prête. Ça commença par une lettre, enveloppe neutre, papier épais, glissé parmi les factures. À l'intérieur, une photocopie de ma signature ou presque sur un prêt daté de 13 ans, co-signé avec mon défunt mari, Thomas. Je ne l'avais jamais vu. Et ce n'était que le début d'un réseau de fraude que mon propre fils avait tissé dans mon dos. Je m'assis sur le canapé usé, la lettre tremblant entre mes doigts. La photocopie portait ma signature, la boucle du E, d'Evelyn, le trait final du R, mais trop net, trop mécanique. Thomas n'aurait jamais caché un prêt pareil. Et Ethan n'en avait jamais soufflé mot. J'ouvris la boîte ignifugée sous le plancher, sortis le dossier que Lucas m'avait aidé à constituer avant ma fuite. 3 autres documents s'y trouvaient, tous avec ma signature contrefaite. Une sueur froide me coula dans le dos. Ethan volait depuis des années. Cela expliquait les disputes étouffées les dernières années avec Thomas, les vacances annulées, les mauvais investissements, les comptes qui se vidaient sans raison. J'avais mis ça sur le compte de la vieillesse, du marché, de la malchance. C'était lui. Toujours lui. Je ne pleurais pas. Cette fois, j'ouvris mon ordinateur portable et creusai. 3 jours durant, je reconstituais le puzzle. Ethan avait falsifié des prêts en utilisant nos numéros de sécurité sociale. Certains avaient été remboursés en secret par Thomas avant sa mort, emportant la honte dans la tombe. Mais un compte restait ouvert. Plus de 90 000 $, en défaut sous mon nom, 3 mois avant mon internement. Je fixai l'écran, les jointures blanchies. Ce n'était plus de la trahison. C'était du vol, de la fraude, du pénal. J'appelai Lucas. J'ai de nouvelles preuves. Prêt falsifié. Ethan. Il resta calme. Vous voulez porter plainte? Pas encore. Pas parce que je doutais. Non. Je voulais qu'il sente la peur d'abord. Le vide. L'incertitude. Je voulais qu'il se demande si je savais. Parce que je ne me cachais plus. Je chassais. Je commençais à compiler chaque centime, chaque email, chaque relevé. Je contactais même l'ancienne banque sous prétexte légal rédigé par Lucas. Pièce par pièce, l'édifice de mensonges d'Ethan se dévoila et au cœur, une découverte qui me glaça. Il avait utilisé le nom de Thomas, 2 ans après sa mort, pour contracter une ligne de crédit de 200 000 $ contre notre ancienne petite entreprise de traiteur. C'était de la fraude fédérale. Et ce n'était que la surface. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous avez aimé toute votre vie et réalisé que vous ne l'aviez jamais vraiment connu? C'est ce que j'ai ressenti en faisant défiler des pages et des pages de documents qui liaient mon fils à un réseau de mensonges si long, si enchevêtré, que j'en avais la nausée. L'enfant que j'avais bercé dans mes bras était devenu un étranger. Et pas n'importe quel étranger, un dangereux. À présent,
J'avais tout confirmé. Ethan avait contrefait ma signature, menti aux banques, manipulé mon défunt mari pour qu'il couvre ses arrières, et surtout, il l'avait fait derrière le masque du fils dévoué. Mais la vérité la plus sombre vint d'une simple recherche dans une base publique. Avec l'accès de Lucas, je la trouvai. Ethan Harper, actuellement sous enquête fédérale pour déclaration fiscale frauduleuse, détournement de fonds et usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Ce mot me frappa plus fort que les autres. Je cliquai sur le dossier, tremblante. Les détails étaient en grande partie caviardés, mais les accusations étaient limpides. Ethan créait de fausses identités, gonflait des revenus, inventait des déductions, déposait des déclarations pour détourner des remboursements. Certaines identités appartenaient à des défunts, d'autres à des personnes âgées, d'autres encore à des vivants dont moi. Le fisc avait signalé plusieurs déclarations déposées en mon nom ces 3 dernières années. Je n'en savais rien. Je fixai l'écran, l'esprit en vrille. Avait-il prévu de me voler depuis le début? Était-ce pour ça qu'il m'avait si vite enfermé et coupé mon téléphone? Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du continement. Il voulait me faire taire, me désorienter, me mettre hors jeu. Je repoussai la chaise, arpentai le petit salon, une main sur la poitrine pour calmer les tremblements. Mon propre fils avait transformé mon identité en outil de ses combines, et quand la chaleur était montée, il avait prévu de me ranger comme une pièce détachée dans une histoire mal ficelée. Seulement maintenant, je n'étais plus une pièce détachée. J'étais celle qui tenait le fil. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai commencé à tout documenter. Chaque mensonge, chaque prêt, chaque ligne contrefaite. Je les ai imprimés, classés dans des chemises cartonnées, étiquetées par date. J'ai même enregistré des notes vocales, pas par peur d'oublier, mais pour que ma voix soit la dernière dans la pièce si quelque chose m'arrivait. Puis j'ai envoyé anonymement une copie complète au ministère de la Justice. Une graine. Et les ombres autour de ma maison commencèrent à bouger. Je n'ai pas couru. Pas cette fois. J'ai renforcé le trust avec Lucas, couche de protection légale, nouveau nom, bouclier financier. Si Ethan tentait de réclamer quoi que ce soit, il se heurterait à des murs de tribunaux. Mais les protections sur papier ne calmaient pas les nuits. Je revoyais Ethan bébé, son rire en cascade, ses genoux écorchés, la façon dont il s'endormait contre ma poitrine. Les années ados, les silences, les appels universitaires qui s'espaçaient. Comment avais-je raté le glissement? La trahison la plus lente est celle qu'on regarde se produire, en espérant toujours autre chose. Mais maintenant je savais, et je refusais qu'ils réécrivent ma fin. Parce que pour la première fois, j'avais la plume. Une deuxième lettre arriva, enveloppe blanche, pas d'adresse de retour. L'écriture d'Ethan, c'est très acéré. Une seule phrase, je sais ce que tu as fait. Ce n'est pas fini. Je ris, pas d'amusement, mais d'une reconnaissance froide. Pas de « tu me manques », pas de « où es-tu ». Juste une menace. Je pliai la lettre, la rangeai dans mon dossier croissant. 3 semaines que j'étais partie. Ethan avait lancé une campagne publique, appel à témoins, interview larmoyante, fils désespéré cherchant sa mère fragile. Pathétique si ce n'était pas glaçant. Puis il bougea. Une lettre officielle du tribunal de Columbus, pétition pour me déclarer mentalement incompétente. Mon souffle se bloqua. Pièce jointe, déclaration de 2 témoins, affirmant mon comportement erratique, extrait audio de messages vocaux anciens découpés, montés pour me faire passer pour délirante. Une lettre d'un psychiatre que je n'avais jamais vu. Il voulait geler mes comptes, saisir le trust, me ramener. Lucas vint le soir même. Il lut tout, visage de marbre. On a du boulot, Evelyne. Mais il compte sur la panique. Reste calme. Reste affûté. J'acquiesçai, trop engourdi pour pleurer. Les jours suivants furent une tempête. Contre-expertise psychiatrique indépendante, journal financier détaillé, preuve de lucidité quotidienne. Mais Ethan avait déjà semé le doute dans les médias. Et la machine judiciaire tournait. Le premier round au tribunal approchait, et je n'avais pas encore joué ma carte maîtresse. Le tribunal de Columbus n'avait pas changé. Même odeur de cire et de vieux papier, même bancs inconfortables. Jadis, j'y étais venue pour une amende de stationnement, épouse et mère convaincue que les gens méritent toujours une seconde chance. Aujourd'hui, j'étais l'accusée. Lucas m'avait conseillé une tenue sobre mais affirmée,
manteau bleu marine à boutons argent, montre de Thomas, talons qui claquaient comme un défi. Ethan était déjà assis au premier rang, costume impeccable, masque de sollicitude parfait. Il se leva à mon entrée, sourire poli pour la galerie. Je vis la vérité, il était là pour m'enterrer. Le juge, homme âgé aux yeux fatigués, ouvrit l'audience, affaire de la compétence mentale d'Evelyn Harper. Les mots flottèrent comme de la fumée. L'avocat d'Ethan attaqua, disparition, comportement erratique, risque pour elle-même et ses finances. Il présenta la lettre du psychiatre inconnu, les extraits audio montés, ma voix fragmentée, désespérée, hors contexte. Je serrai les accoudoirs. Puis Ethan parla, voix tremblante juste ce qu'il faut. J'aime ma mère. C'est le plus dur que j'ai jamais fait. Mais elle est manipulée. Elle n'est plus elle-même. Je me levai. À mon tour, votre honneur. Le juge acquiesça. Je marchai lentement jusqu'à la barre, laissant le poids de ma présence s'installer. Je m'appelle Evelyn Harper. J'ai 63 ans. Je ne suis ni incompétente, ni perdue, ni victime. J'ouvris mon dossier, remis au juge le rapport complet du docteur Moreau, esprit parfaitement sain, aucune détérioration cognitive, stabilité émotionnelle. Les épaules de l'avocat se crispèrent. Ethan tiqua. J'ai aussi, poursuivis-je, un journal d'appel, des reçus de transferts légaux, un affidavit de l'avocat qui m'a sorti de Maplecrest affirmant ma lucidité totale. Je marquai une pause. Et autre chose, que je ne présenterai pas aujourd'hui. Sauf si nécessaire. Je ne montrai pas le dossier des fraudes. Pas encore. Je me tournai vers le juge, il m'a placé sans consentement, pris mon téléphone, ma liberté. Maintenant il veut mon indépendance. Ne le laissez pas faire. Le silence tomba. Le juge tapota le dossier. 2 semaines pour examen. Audience reportée. Ethan tenta un regard, je l'ignorai. Il quitta la salle poing serré. Sa façade se fissurait. Je sortis tête haute. La guerre n'était pas finie, mais je venais de gagner la première bataille. 2 semaines. Ethan n'en perdit pas une. Dès le soir même, il inonda les médias. Mère disparue réapparaît au tribunal, fils craint l'exploitation. Mais cette fois, j'avais plus qu'une défense. J'avais un plan. Et la première pièce venait de bouger. Dans les heures suivant l'audience, Ethan passa à la vitesse supérieure. Les chaînes locales diffusèrent un nouveau reportage. Mère disparue réapparaît au tribunal, le fils craint l'exploitation. Il parla face caméra, yeux humides, voix brisée juste assez. Je veux seulement que ma mère soit en sécurité. Elle a traversé tant d'épreuves. Elle ne raisonne plus clairement, et je redoute que des gens mal intentionnés profitent d'elle. Je regardais l'émission depuis mon salon, bras croisés, mâchoire crispée. Il n'y avait personne de mal intentionné autour de moi. Juste moi. Evelyn Harper. Celle qui l'avait élevée, qui avait tout sacrifié, qui avait pardonné plus qu'aucune mère ne devrait. Et il osait me peindre en marionnette. Ce fut le déclic. La guerre silencieuse que j'avais déclarée dans mon cœur ne suffisait plus. Il fallait agir. J'appelai Lucas et lui demandai de passer. À son arrivée, je lui tendis une grande enveloppe scellée, tous les documents frauduleux, prêts falsifiés, déclarations fiscales sous mon nom. Envoyez ça au ministère de la Justice. Anonymement. Il parcourut les pages, hocha la tête. Ça va faire du bruit. Mais je n'avais pas fini. Cette nuit-là, sous un alias frais, je fis un don de 5 millions de dollars à une association nationale qui protège les aînés de l'abus financier. Sans nom, juste le virement. Une semaine plus tard, ils lancèrent une campagne utilisant mon histoire comme symbole sans me nommer, mais le timing parlait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Comment une mère disparaît elle, réapparaît riche, et son fils veut la déclarer folle. Quelque chose cloche chez le fils. Laissez-la parler. L'image d'Ethan vacillait. Puis, un coup que je n'avais pas prévu, une journaliste d'un grand quotidien contacta Lucas. Elle voulait mon témoignage, discret, sans photo. J'acceptai. Nous nous retrouvâmes dans un café à 2 villes de là. Lunettes noires, chapeau enfoncé. Elle enclencha l'enregistreur. Je racontai Maplecrest, le dépôt sans avertissement, le téléphone coupé, la tutelle forcée. Je tue la loterie. Pour l'instant. L'article sortit 2 jours plus tard. Mère ou millionnaire? Le silence d'Evelyn H.
Les points se reliaient. Les gens spéculaient. La donatrice anonyme, c'était moi? Était-ce pour cela qu'Ethan voulait me faire taire? Les murmures grandissaient. Et moi, je restais dans l'ombre. Parce que la chute d'Ethan ne viendrait pas d'une accusation. Elle viendrait d'un règlement de compte. 2 jours avant la seconde audience, Lucas reçut un appel du ministère de la Justice. Ils ouvraient une enquête officielle. Ethan ne le savait pas encore, mais pendant qu'il bâtissait son château de mensonges devant les caméras, je mettais le feu aux fondations. Et les flammes montaient. La seconde audience se tint par un matin de novembre où le vent du Kentucky griffait les vitres du tribunal. Ethan entra moins assuré, épaules voûtées, avocat chuchotant à son oreille. Ils avaient vu l'article, senti le vent tourner sur les réseaux. Les fissures étaient visibles. Je m'assis, dossier sur les genoux, calme comme une lame. Je n'avais plus peur. J'étais en colère, une colère froide, précise. Nous ouvrîmes cette fois. Lucas se leva, voix claire. Votre honneur, depuis la dernière audience, nous avons soumis une expertise psychiatrique indépendante complète, des journaux financiers prouvant l'autonomie et la cohérence de Madame Harper, et découvert, via des registres publics, que le requérant, Monsieur Ethan Harper, fait l'objet d'une enquête fédérale pour multiples délits financiers, dont usurpation d'identité et fraude fiscale. Il tendit le dossier au juge. L'avocat d'Ethan bondit, objection. Cette enquête n'a aucun lien. Le juge leva la main. Asseyez-vous. Silence de plomb. Puis vint le coup de grâce. Le docteur Moreau prit la barre. Calme, précise. Madame Harper est non seulement mentalement compétente, mais émotionnellement stable. Elle a pris la décision de quitter l'établissement de manière réfléchie. Aucun fondement médical à une déclaration d'incompétence. Ethan serrait la table, phalange blanche. Son masque de fils inquiet se désagrégeait. Lucas présenta la chronologie finale, dates exactes des tentatives de saisie de mes comptes, coïncidant parfaitement avec les retraits massifs d'Ethan de son entreprise en faillite. Coïncidence? Difficilement. Le juge examina chaque pièce. Ethan eut droit à la parole. Il se leva, voix fêlée. Ma mère est malade. Elle est manipulée. Ce n'est pas elle. Je me levai à mon tour, le fixai droit dans les yeux. Je suis elle. Celle qui t'a veillé à 3 heures du matin quand tu avais 40 de fièvre. Qui a vendu ses bijoux pour tes études. Qui a sauté des repas pour que tu manges. Je suis elle et tu m'as jeté comme un déchet. Je me tournai vers le juge. Ne le laissez pas me voler ma voix une seconde fois. Le juge croisa les doigts, parla lentement. Madame Harper, au vu des preuves accablantes, de l'expertise psychiatrique et des incohérences du requérant, je rejette la demande. Vos comptes et votre autonomie sont pleinement restaurés. Cette cour vous reconnaît compétente et indépendante. Je ne pleurai pas. Mes mains tremblèrent légèrement en ramassant mes dossiers. Ethan resta muet. Ses yeux étaient fous, non de colère, de peur. Il savait que c'était fini. Du moins cette partie. Ce qu'il ignorait, c'est que pendant qu'il essayait de me faire passer pour folle, j'avais bâti bien plus qu'une défense. J'avais construit un héritage. Et minuit sonna, le ministère de la Justice frappa à sa porte. L'appel arriva juste après minuit. La voix de Lucas, tendue mais ferme, ça y est. Le ministère de la Justice a ouvert des poursuites formelles. Le nom d'Ethan est sur le dossier. Je ne répondis pas. Assise dans le noir, je fixais les arbres que le vent faisait trembler dehors. J'avais attendu ce moment si longtemps que, lorsqu'il arriva, il ressembla à un déjà-vu. Le lendemain matin, le monde rattrapa la nouvelle. Les médias explosèrent. Ethan Harper, fils du récent scandale d'abus sur personnes âgées, sous enquête fédérale. Mon nom n'apparaissait pas directement, mais les connexions étaient trop évidentes. Les gens se souvenaient de la mère disparue, du combat au tribunal, du don anonyme, de la femme frêle qui s'était levée forte. À présent, leur fils parfait s'effondrait, et ils voulaient m'entendre. Je restai silencieuse 2 jours. Télé éteinte, téléphone coupé. Je me fis des œufs brouillés, regardai les oiseaux picorer le gazon gelé, écrivis des lettres que je ne posterai jamais. Mais le silence n'est pas justice. Il était temps. Je contactai Clara, la journaliste qui m'avait interviewée en secret. Je suis prête. Cette fois, devant la caméra. Plus d'alias, plus d'ombre. Nous fixâmes l'entretien au vendredi suivant, grande chaîne nationale, portrait complet.
Elle demanda si j'étais sûre. Plus jamais je n'ai été aussi sûre. Le jour venu, je m'habillai simplement. Pull gris, boucle d'oreille argent discrète, pas de maquillage, pas de styliste. Juste la vérité. Nous nous assîmes face à face dans un studio aux lumières douces. Clara se pencha. Evelyn, le monde connaît les gros titres. Ils ont lu pour Ethan, pour le tribunal. Mais ils ignorent le cœur de l'histoire. Pourquoi maintenant? Je regardai droit dans l'objectif. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de chaque parent qui a tout donné et a été jeté. De chaque aîné traité comme un fardeau, effacé, enfermé sous prétexte d'amour. J'ai failli en être une. Je ne me tairai plus. Puis je racontai tout, Maplecrest, le ticket de loterie, les mensonges découverts, le dossier envoyé. Je ne laissai rien. Les yeux de Clara s'embuèrent. Moi, je ne pleurais pas. J'avais fini de pleurer. Ce soir-là, l'interview passa. Des millions regardèrent. Les messages affluèrent, histoire de trahison, d'abandon, de survie. Je n'étais plus seulement Evelyn. J'étais un miroir. Et Ethan? Les sources disaient qu'il était dévasté. Bien. Sa vie bâtie sur la manipulation s'effondrait. Mais je ne jubilais pas. Je passais à l'action. Je ne jubilais pas. Au lieu de cela, je me mis au travail. Je commençai à planifier une fondation, une structure réelle pour protéger les aînés des abus légaux et financiers. Pas juste un nom, mais des avocats, des fonds, une ligne d'urgence, des partenariats avec les tribunaux et les établissements. Je l'appelais le projet Evelyn, parce que s'ils avaient utilisé mon nom pour me dépouiller de ma dignité, j'allais l'utiliser pour la rendre aux autres. Le chagrin persistait, non pas parce qu'Ethan souffrait, mais parce que j'avais aimé avec une loyauté aveugle. Maintenant, je devais apprendre à vivre sans cette illusion. Mais j'avais mieux. La vérité. Et personne ne pourrait plus me l'apprendre. L'arrestation d'Ethan n'arriva pas avec des sirènes. Elle arriva avec des gros titres, Ethan Harper inculpé pour fraude électronique, vol d'identité et évasion fiscale. Je lus l'article un matin calme, thé à la main, mon chat roulé en boule à côté. La maison était silencieuse, sauf le bourdonnement du frigo et le vent contre les volets. Je fixai longtemps l'écran, non par incrédulité, mais parce que j'avais imaginé ce moment tant de fois qu'il semblait irréel. Il était en liberté sous caution. L'argent achète du temps, même quand il ne peut acheter la paix. Mais le mal était fait. Son nom était désormais synonyme de trahison. Anciens clients rompirent les contrats. Compte gelé. Amis disparus. Même sa femme annonça le divorce par avocat. Il était seul. J'aurais dû me sentir triomphante. Je me sentais vide. Survivre à la trahison ne vous laisse pas intacte. Vous devenez plus sage, plus affûté, peut-être plus forte. Mais quelque chose de doux meurt, la confiance aveugle, la croyance que l'amour suffit à garder quelqu'un loyal. Je n'ai pas pleuré cette douceur. Je l'ai enterrée. Un samedi frisquet, je revins pour la première fois au centre-ville. Les gens me reconnaissaient. Pas de chuchotements, pas de regards fuyants. Des sourires. Une femme d'une quarantaine d'années toucha mon bras. Vous avez donné à ma mère le courage de quitter une situation toxique. Un jeune pharmacien glissa une note dans mon sac. Mamie dit merci. Je n'avais pas cherché l'attention, mais elle vint doucement, comme un soleil à travers des nuages lourds. Lucas passa l'après-midi. Il lui propose un accord, 10 ans s'il plaide coupable. Sinon, procès. Et lui, demandai-je. Il croit encore pouvoir berner le système. Je secouai la tête. Puis je reçus quelque chose, une lettre glissée sous ma porte. Une photo. Mon 60e anniversaire. Moi en pull jaune, gâteau sur le visage, Ethan riant à côté. Au dos, tu as toujours cru en moi. Je suis désolée que ça n'ait pas suffi. Cette fois, je ne gardai pas la photo. Cette nuit-là, je brûlai la photo dans la cheminée. Pas par haine, par libération. Je regardais les flammes lécher le papier, noircir les bords, effacer le sourire. Je n'avais pas besoin d'images pour me souvenir. J'avais besoin de paix. Et j'y étais presque. Un matin de ciel gris perle, je retournai à Maplecrest. Je restai longtemps dehors, face au lieu où j'avais été déposé comme un bagage. Le parking était vide. Les arbres nus.
Mais quelque chose avait changé. Les portes s'ouvrirent avant que je frappe. Jade sortit, bouche bée. Evelyne. Nous nous étreignîmes, fort, comme deux rescapés. Ses bras étaient chauds. Je réalisais combien de temps j'avais passé sans contact sûr. À l'intérieur, tout était différent. Sol ciré, lumière vive, livre neuf dans la salle commune, vrai café dans le coin. J'ai entendu ce que tu as fait, dit Jade en me guidant vers un banc. Les dons, les interviews. Evelyne, tu as tout changé. Non, répondis-je. J'ai juste cessé de laisser les autres décider qui j'étais. Nous parcourûmes les couloirs. La chambre de Gladys était devenue une salle de lecture. Le personnel me saluait, certains ébahis. Quelques résidents me reconnurent, je hochai la tête. Ils n'étaient plus invisibles. Moi non plus. L'après-midi, je pris la parole dans la nouvelle salle d'activité. Chaises pliantes, biscuits faits maison. Jade m'introduisit comme une célébrité. Je secouai la tête. Je ne suis pas là parce que je suis riche. Ni parce qu'on m'a fait du tort. Je suis là parce qu'on m'a réduite au silence. Et je sais combien d'entre vous ressentent encore cela. Tous les yeux me suivaient. Certains pleuraient. Je veux vous dire ce que j'aurais aimé entendre il y a longtemps. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas oublié. Et vous n'êtes pas fini. Les applaudissements commencèrent doucement, puis montèrent. Je souris, sentant le poids de chaque nuit solitaire remplacé par quelque chose de plus chaud, de plus plein. De retour chez moi, je finalisai le trust. Le projet Evelyne deviendrait une organisation nationale, avocat, hotline, partenariat. Ethan prit l'accord, 10 ans. Il tenta une dernière lettre. Je la renvoyai non ouverte. Ce chapitre était clos. Et pour la première fois de l'année, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'écrivis une lettre à moi-même. C'était la première neige de janvier. Je m'assis près de la cheminée, le chat sur les genoux, et écrivis cette lettre sur une seule page. Je la lus à voix haute tandis que les flammes crépitaient. Chère Evelyne, tu n'étais pas folle. Tu n'étais pas trop confiante. Tu n'étais pas faible. Tu étais simplement une femme qui a aimé trop profondément. Et quand ils ont essayé de t'effacer de ta propre vie, tu as pris le stylo et tu as écrit la fin toi-même. Je suis tellement fière de toi. Avec amour, toi-même. Je pliai la feuille, la glissai dans une petite boîte en bois que je posai sur le manteau de la cheminée. Je n'avais pas besoin d'héritage d'argent, de vengeance ou même de justice. J'avais quelque chose de plus grand. La liberté. Et pour la première fois de ma vie, j'étais enfin, pleinement, totalement libre. Le projet Evelyne prit forme rapidement. Nous embauchâmes des avocats spécialisés, lançâmes une ligne d'urgence 24h24, signâmes des accords avec des tribunaux et des établissements de soins. Les dons affluaient, certains anonymes, d'autres accompagnés de lettres. Grâce à vous, ma tante a pu garder sa maison. Mon père n'est plus seul. Chaque mot était une brique dans un mur que personne ne pourrait plus abattre. Je voyageais parfois pour des conférences, toujours simplement vêtue, toujours sans maquillage. Les gens voulaient des selfies, des autographes. Je refusais poliment. Ce n'est pas pour la gloire, disais-je. C'est pour ceux qui n'ont pas encore de voix. Un soir de printemps, Jade m'appela. Tu devrais voir Maple Crest maintenant. Je revins. Les murs étaient peints en couleurs chaudes, les activités incluaient yoga, art-thérapie, sorties. Les résidents avaient des tablettes pour appeler leur famille. Gladys n'était plus là, elle vivait chez sa fille, enfin. Jade me montra la plaque à l'entrée, elle Evelyne Harper pour la dignité retrouvée. Je touchai les lettres gravées. Pas de larmes. Juste un souffle profond. Des mois plus tard, une lettre officielle arriva. Ethan avait été condamné à 10 ans ferme. Pas de remise de peine. Mais avant que je referme le dossier pour de bon, une dernière enveloppe apparut sous ma porte. Cette fois, pas de photo. Juste 3 mots, tu avais raison. Je la brûlai sans la lire une seconde fois. Je brûlai la dernière lettre sans la lire une seconde fois. Les flammes l'avalèrent en quelques secondes, comme elles avaient avalé la photo, les mensonges, les années de silence. Dehors, la neige continuait de tomber, épaisse, propre, effaçant les traces. Je refermai la porte sur le passé. Les années qui suivirent furent un lent élargissement de lumière. Le projet Evelyne devint une fondation nationale,
puis international. Des antennes ouvrirent à Toronto, Londres, Sydney. Des milliers d'appels chaque mois. Un fils qui voulait vendre la maison de sa mère, une fille qui vidait les comptes d'un père Alzheimer, un notaire trop complaisant. Nous intervenions avant que la porte ne se ferme. Je pris la parole dans des universités, des parlements, des émissions matinales. Toujours le même message, l'âge n'est pas une faute. La vulnérabilité n'est pas un crime. Les jeunes m'écoutaient, les vieux pleuraient. Je ne disais jamais « je suis riche ». Je disais « j'ai survécu ». Un jour, une lettre arriva d'une prison fédérale. Pas d'Ethan, non. D'un autre détenu. Madame Harper, grâce à votre fondation, ma mère a pu garder sa maison. Je purge ma peine, mais elle dort en sécurité. Merci. Je la gardai. Je voyageais aussi pour le plaisir, pas seulement pour parler. Un été en Provence, un hiver à Kyoto. Je marchais seul dans les vignes, mangeais des sushis face au mont Fuji, dormis dans des auberges où personne ne connaissait mon nom. Je n'avais plus besoin de me cacher. À 68 ans, j'adoptai un deuxième chat gris, borgne, trouvé derrière un supermarché. Je l'appelais Chance. Il dormait sur la boîte en bois où reposait ma lettre à moi-même. Chaque anniversaire, je retournais à Maple Crest. Les résidents changeaient, les visages vieillissaient, mais la plaque restait. Jade avait pris la direction. Elle m'accueillait avec un café et un câlin. « Tu as vu la nouvelle aile ?» demandait-elle. Financée par un don anonyme. Je souriais. C'était moi. Un matin de printemps, 5 ans après la condamnation, un jeune homme frappa à ma porte. Costume bon marché, yeux rougis. « Je suis le fils d'Ethan, dit-il. Je voulais vous dire que je suis désolé. Et que je ne suis pas lui. » Je le regardai longuement. Puis je l'invitai à entrer. Je le fis entrer. Il s'appelait Noah, 24 ans, les mêmes pommettes qu'Ethan enfant, mais des yeux plus doux, plus lasses. Il posa une enveloppe Kraft sur la table, main tremblante. Je ne viens pas demander pardon pour lui. Il ne le mérite pas. Je viens, pour comprendre. Je lui servis du thé. Il le prit sans sucre, comme son père autrefois. Le silence s'installa, épais mais pas hostile. J'ai grandi avec les mensonges, dit-il enfin. Les cadeaux trop chers, les vacances soudaines, les emprunts à grand-mère que je n'ai jamais vu rembourser. J'ai cru que c'était normal. Puis j'ai vu l'interview. Votre interview. Il leva les yeux. J'ai pleuré. Pas pour lui. Pour vous. Pour moi. Je ne répondis pas tout de suite. Je repensais à Ethan à 6 ans, même regard, même voix aiguë quand il mentait sur un biscuit volé. Il est en prison, poursuivit Noah. 10 ans moins, quelques mois pour bonne conduite. Il écrit des lettres. Je ne les ouvre plus. Il poussa l'enveloppe vers moi. Celle-ci est pour vous. Il m'a supplié de la livrer. Je l'ai lue. Il demande pardon. Pas pour l'argent. Pour vous avoir fait douter de vous-même. Je touchai l'enveloppe sans l'ouvrir. Le papier était fin, prisonnier. Et toi, Noah, demandai-je. Que veux-tu? Il baissa la tête. Une chance de ne pas être lui. J'étudie le droit. Spécialité protection des personnes vulnérables. Grâce à votre fondation, j'ai une bourse. Il sourit, timide. Je veux réparer. Pas pour lui. Pour les gens qu'il a blessés. Je sentis quelque chose se dénouer en moi, un nœud que je portais depuis des années. Tu n'es pas lui, dis-je doucement. Tu es toi. Il pleura. Je posai ma main sur la sienne. Ce soir-là, j'ouvris l'enveloppe d'Ethan. Une seule page, écrite au crayon. Maman, je ne mérite pas ton pardon. Mais je le demande quand même. Pas pour sortir. Pour dormir. Je la rangeai dans la boîte en bois, à côté de ma lettre à moi-même. Puis j'appelai Jade. Réserve une chambre à Maple Crest. J'ai quelqu'un à présenter. Le lendemain matin, Noah et moi prîmes la route pour Maple Crest. Il conduisait ma vieille berline, main crispée sur le volant, regard droit devant. Je lui avais proposé de venir, pas pour Ethan, mais pour lui. Pour qu'il voie ce que la trahison avait détruit et ce que la vérité avait reconstruit. À l'entrée, Jade nous attendait, bras croisés, sourire immense. « Tu ramènes de la visite ?» demanda-t-elle.
Je présentai Noah. Elle le serra dans ses bras comme une vieille amie. Bienvenue dans la famille, gamin. Nous commençâmes par l'aile Evelyn Harper. Les murs étaient peints en jaune pâle, tableau d'art-thérapie accroché, odeur de café frais. Une résidente, Madame Delgado, aucun lien avec le défunt propriétaire du ticket, nous arrêta. Vous êtes la dame du journal, dit-elle. Je souris. Noah, lui, rougit. Dans la salle de lecture, une dizaine de seniors jouaient aux cartes. L'un d'eux leva la tête. C'est grâce à vous que mon fils a arrêté de me voler ma retraite. Noah écoutait, bouche entr'ouverte. Jade nous emmena au jardin rénové, banc neuf, plate-bande de lavande, pancarte, financée par le projet Evelyn. Noah s'assit, mains sur les genoux. Je n'imaginais pas que ça pouvait être comme ça. Je m'assis à côté de lui. Ce n'était pas comme ça. Avant, c'était des murs beiges et des rêves oubliés. Il sortit l'enveloppe d'éthane de sa poche, la posa sur le banc. Je ne sais pas si je dois la brûler ou la garder. Je la pris, la glissai dans ma poche. Ni l'un ni l'autre. On la donne à quelqu'un qui en a besoin. Nous entrâmes dans la salle d'activité. Une femme de 70 ans animait un atelier d'écriture. Je lui tendis l'enveloppe. Pour votre prochain cours, lettre qu'on n'envoie jamais. Elle sourit. Noah hocha la tête, soulagé. En repartant, il me demanda, est-ce que je peux revenir? Pas pour lui. Pour eux. Je serrai son épaule. Tu as déjà commencé à réparer, Noah. Et pour la première fois depuis des années, je sentis le mot « famille » prendre un nouveau sens. Le lendemain matin, Noah et moi prîmes la route pour Maple Crest. Il conduisait ma vieille berline, main crispée sur le volant, regard droit devant. Je lui avais proposé de venir, pas pour Ethan, mais pour lui. Pour qu'il voie ce que la trahison avait détruit et ce que la vérité avait reconstruit. À l'entrée, Jade nous attendait, bras croisés, sourire immense. Tu ramènes de la visite? Demanda-t-elle. Je présentai Noah. Elle le serra dans ses bras comme une vieille amie. Bienvenue dans la famille, gamin. Nous commençâmes par l'aile Evelyn Harper. Les murs étaient peints en jaune pâle, tableau d'art-thérapie accroché, odeur de café frais. Une résidente, Madame Delgado, aucun lien avec le défunt propriétaire du ticket, nous arrêta. Vous êtes la dame du journal, dit-elle. Je souris. Noah, lui, rougit. Dans la salle de lecture, une dizaine de seniors jouaient aux cartes. L'un d'eux leva la tête. C'est grâce à vous que mon fils a arrêté de me voler ma retraite. Noah écoutait, bouche entr'ouverte. Jade nous emmena au jardin rénové, banc neuf, plate-bande de lavande, pancarte, financée par le projet Evelyn. Noah s'assit, mains sur les genoux. Je n'imaginais pas que ça pouvait être comme ça. Je m'assis à côté de lui. Ce n'était pas comme ça. Avant, c'était des murs beiges et des rêves oubliés. Il sortit l'enveloppe d'éthane de sa poche, la posa sur le banc. Je ne sais pas si je dois la brûler ou la garder. Je la pris, la glissai dans ma poche. Ni l'un ni l'autre. On la donne à quelqu'un qui en a besoin. Nous entrâmes dans la salle d'activité. Une femme de 70 ans animait un atelier d'écriture. Je lui tendis l'enveloppe. Pour votre prochain cours, lettre qu'on n'envoie jamais. Elle sourit. Noah hocha la tête, soulagé. En repartant, il me demanda, est-ce que je peux revenir? Pas pour lui. Pour eux. Je serrai son épaule. Tu as déjà commencé à réparer, Noah. Et pour la première fois depuis des années, je sentis le mot « famille » prendre un nouveau sens. La journée de la dignité devint annuelle. Noah la dirigeait avec une assurance tranquille, banderoles colorées, stand de sensibilisation, atelier sur les droits des aînés. Les médias locaux venaient, puis nationaux. Ils refusaient toujours la gloire. Ce n'est pas mon histoire, disait-il. C'est la leur. Un automne, il m'emmena dans une nouvelle antenne du projet Evelyn à Chicago. Les murs étaient couverts de portraits, résidents sauvés, familles réunies, fraudeurs condamnés. Au centre, une photo de moi, prise sans que je m'en rende compte, debout à Maple Crest, main sur l'épaule de Noah, souriant à une vieille dame qui me tendait un dessin. Le titre, De la trahison à la Renaissance. Je touchai le cadre. Tu as fait ça. Il haussa les épaules.
Tu es le cœur de tout ça. Je secouai la tête. Non. Tu es la preuve que le sang ne définit pas l'âme. Ce soir-là, nous dînâmes dans un petit restaurant italien. Il leva son verre d'eau pétillante. À grand-mère Evelyne, qui m'a appris que la famille se choisit. Je levai le mien. À Noah, qui m'a rappelé que l'espoir renaît même des cendres. De retour au Kentucky, je reçus une lettre officielle. Ethan avait terminé sa peine avec 2 ans de remise pour bonne conduite. Il était libre. Je la lus 2 fois. Pas de peur. Pas de colère. Juste un vide neutre. Noah vint le lendemain. Il veut te voir. Je hochai la tête. Je sais. Tu vas y aller. Je regardai par la fenêtre. Les feuilles tombaient, rouges, dorées. Peut-être. Un jour. Quand je serai prête. 3 mois plus tard, une voiture inconnue s'arrêta devant la maison. Un homme en descendit, cheveux gris, épaules voûtées, yeux baissés. Ethan. Il resta au bout de l'allée, mains dans les poches. Noah sortit le premier. Ils se regardèrent longuement. Puis Ethan leva les yeux vers moi. Et pour la première fois depuis des années, il ne dit rien. Il attendit. Je sortis lentement sur le porche. Le vent d'automne faisait danser les feuilles mortes autour de ses chaussures usées. Ethan ne bougea pas. Il avait vieilli, rides profondes, cheveux grisonnants, regard vide de toute arrogance. Noah resta à mes côtés, bras croisés, protecteur mais silencieux. Je m'arrêtai à 2 mètres. Tu as fait tout ce chemin. Parle. Il déglutit. Sa voix était rauque, comme rouillée. Je n'ai pas de discours. Pas de défense. Il leva les yeux. Je suis venu dire que je suis désolé. Pas pour la prison. Pour toi. Pour chaque fois où j'ai pris ce que tu m'avais donné et l'ai tordu. Je ne répondis pas. Le silence pesa. Je sais que tu ne me dois rien, continua-t-il. Je ne demande pas pardon. Je le dis, c'est tout. Noah fit un pas. Tu l'as brisé, papa. Tu l'as volé. Tu l'as enfermé. Ethan hocha la tête. Je sais. Il regarda ses mains. J'ai passé chaque nuit là-bas à repenser à la première fois où j'ai menti pour $1. Puis un autre. Puis tout. Je sentis quelque chose bouger en moi, pas de la douceur. Pas encore. Juste une reconnaissance. Tu as un fils, dis-je enfin. Il est meilleur que toi. Ethan regarda Noah. Des larmes coulèrent, silencieuses. Je le vois. Je fis un pas en avant. Tu ne rentres pas dans cette maison. Tu ne touches pas à ma vie. Mais tu peux marcher jusqu'au banc, là-bas. Et on parlera. Une fois. Il acquiesça, lentement. Noah me serra l'épaule. Je reste dehors. Nous nous assîmes sur le banc en bois, côte à côte, comme 2 étrangers. Il parla de la prison, des nuits blanches, des lettres qu'il n'avait jamais envoyées. Je parlais de la loterie, de Maplecrest, de Noah. Pas de colère. Juste des faits. À la fin, il se leva. Merci de m'avoir écouté. Je hochai la tête. Ce n'est pas un pardon. C'est une fermeture. Il partit sans se retourner. Noah me rejoignit. Tu vas bien? Je regardai le ciel, clair, immense. Oui. Pour la première fois, oui. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Commentez votre vie ci-dessous ensemble, nous brisons le silence. Et si vous ou un proche avez besoin d'aide, appelez le projet Evelyne, 1-800 Dignité, gratuit, 24h24. Vous n'êtes jamais seul.